Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de l'Environnement. Voici pour vous le sommaire. Le Mali a fait flotter haut ses couleurs au lendemain de l'ouverture de la 19e Foire internationale de Lomé. Retour sur cette journée dans votre journal. Les ONG du Ghana appellent les autorités du pays à renforcer les mesures pour contrecarrer les inondations et pour un meilleur aménagement du territoire ghanéen. Le Nigeria veut améliorer l'efficacité de sa sécurité énergétique et réduire de facto son empreinte carbone. Les autorités du pays planifient dans cette optique un programme de réhabilitation du réseau de pipeline du géant d'Afrique. Voilà ainsi présenter les grandes articulations de cette édition. Voici pour vous le journal. Au lendemain de l'ouverture de la 19e Foire internationale de Lomé, le pays invité d'honneur, le Mali, a fait ressentir sa présence au Centre togolais des expositions et foires CETEF Togo 2000. Discussions, visites de stands et échanges, ainsi que de la musique malienne ont retenti au cours de cette journée. Revivons ensemble tout cela à travers cet élément. Le Mali, pays invité d'honneur de la 19e Foire internationale de Lomé, a fait sortir ses richesses culturelles, son sens de l'amitié et de la fraternité au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Discussion conviviale et partage de présents entre la ministre togolaise du Commerce et de l'Industrie Rose Kaimi Vidor et le chef de la délégation malienne au Togo, Massaoudou Cissé. Un symbole fort de la fraternité entre les deux pays et leur peuple. Suite à cela, l'on a assisté à une visite de stand par la ministre et sa suite au pavillon Agou pour découvrir et témoigner de la riche variété des produits exposés par le Mali. Ceci a précédé une soirée de chant et de danse rythmée par le balafon. On remercie vraiment tout le bon Dieu qui a permis qu'on soit là aujourd'hui. On remercie vraiment l'autorité togolaise et l'autorité malienne. Voilà. Quand tu vois un pays, disons, si je peux me permettre le mot, vivre dans un pays étranger et puis une organisation de telle envergure et puis mettre le pays natal en truc. Vraiment, le mot me manque, mais c'est pour dire que vraiment il y a l'entente au Togo. On vit bien au Togo. On n'a pas de problème au Togo. On sort comme on veut, on rentre comme on veut. Si ça, ce n'était pas la paix entre les deux pays, ce que je vois aujourd'hui là, ça ne serait pas possible. Le Ghana fait face à des inondations récurrentes, particulièrement dans sa capitale, Accra. Les ONG, exacerbées par la situation, appellent les autorités à agir avec des mesures urgentes pour un meilleur réaménagement du territoire. Honoré Kata nous en parle davantage dans ce commentaire. Comme bon nombre de pays africains, le Ghana est confronté à un problème récurrent d'inondation, notamment dans sa capitale, Accra. Face à cette situation, les groupes environnementaux tirent la sonnette d'alarme et appellent le gouvernement à donner la priorité aux mesures préventives et à la protection contre les inondations. Dans la saison des pluies, les choses vont vraiment mal. J'ai du mal à dormir la nuit parce que l'inondation remplit ma chambre. Chaque fois que cela se produit, ma tension artérielle augmente. Des décennies d'urbanisme mal planifié ont poussé des milliers de résidents à s'installer dans des zones basses, particulièrement exposées au risque d'inondation. À cause d'une mauvaise planification et du fait que les autorités municipales n'appliquent pas les lois. La deuxième raison est liée à l'urbanisation, car les gens arrivent et ont besoin d'un endroit où rester. Ils vont donc défricher la végétation et trouver un endroit où se loger. Malgré des interventions comme le dragage des canaux d'évacuation et la démolition de constructions illégales, ces actions sont jugées insuffisantes pour faire face à la gravité du problème. Pour les groupes environnementaux, une restriction complète des politiques de logement dans la capitale est impérative, surtout face à l'élévation continue du niveau de la mer, qui accentue la vulnérabilité des zones côtières. Le gouvernement du Bénin a présenté lors de la 29e conférence des partis COP29 qui s'est refermée il y a quelques jours à Bakou
un cadre climatique ambitieux pour accélérer la transition et un développement durable du pays. L'objectif est de mobiliser des ressources tant du secteur public et privé pour répondre aux priorités du pays en matière d'adaptation et d'atténuation des effets dévastateurs du changement climatique. Les détails avec Francesca Jessou. Lors de la 29e conférence des Nations Unies sur le climat à Bakou, le Bénin a dévoilé un plan ambitieux pour accélérer sa transition verte et soutenir ses objectifs climatiques. Ce cadre inclut des stratégies innovantes comme la monétisation du carbone et des instruments financiers novateurs mobilisant des fonds publics et privés pour répondre à ces contributions déterminées au niveau national et aux objectifs de développement durable. Grâce à ces financements internationaux, notamment de l'Association internationale de développement et de la Facilité pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international, et à des projets tels que la monétisation des crédits carbone, le Bénin renforce ses actions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Ces initiatives s'appuient sur l'expertise du pays en matière de marché financier pour attirer des investissements privés. Le gouvernement mise également sur la création d'un guichet unique pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au financement vert et sur le développement des obligations climatiques pour soutenir des projets de résilience à long terme. En collaboration avec ses partenaires internationaux comme la Banque africaine de développement et le Global Green Ground Institute, le Bénin s'engage à construire un modèle durable et résilient. En Côte d'Ivoire, l'ONG Root Wild Foundation, en collaboration avec le ministère ivoirien des Eaux et Forêts, a initié une opération de reboisement à l'occasion de la Journée nationale de la paix. L'opération a été menée sur 3 hectares situés dans la forêt classée de Monogaga. L'initiative entre dans le cadre du renforcement du couvert forestier entrepris par le gouvernement ivoirien. Les détails avec Rafietou Mbereko. À l'occasion de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, l'ONG Root Wild Foundation a réaffirmé son engagement pour la préservation de l'environnement. Cette ONG, en coopération avec le ministère ivoirien des Eaux et Forêts, a organisé une vaste campagne de reboisement sur 3 hectares dans la forêt classée de Monogaga au village de Kounouko. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route nationale de restauration du couvert végétal. Elle a eu lieu en présence du préfet de la région de San Pedro, Coulibaly Ousmane. Selon Bilal Halal, président de l'ONG Root Wild Foundation, cette initiative fait suite à l'appel du gouvernement incitant les citoyens à participer à des actions de plantation à l'échelle nationale. Il a souligné que chaque arbre planté, chaque animal sauvé, chaque geste contribuant à la préservation de la nature est un pas vers un avenir plus vert et durable pour le pays. Il précise également que la Journée nationale de la paix était une occasion pour l'ONG de jouer son rôle dans la protection de l'environnement. Root Wild Foundation est un acteur clé dans la lutte contre la déforestation et la restauration des écosystèmes forestiers en Côte d'Ivoire. Le Nigeria planifie un programme impressionnant de réhabilitation de ses pipelines pour soutenir le transport brut des produits pétroliers. Selon les autorités, cette initiative vise à renforcer et à restaurer la sécurité énergétique du pays et de réduire de facto l'empreinte carbone du géant d'Afrique. Irène Papadina. Dans les perspectives d'améliorer la sécurité de ces infrastructures, d'assurer un impact positif sur la sécurité énergétique, et de renforcer la réduction de l'empreinte carbone tout en augmentant les revenus de l'État, le Nigeria a planifié un programme de réhabilitation de son réseau de pipelines pour soutenir le transport du brut et des produits pétroliers. Officialisé le 22 novembre par la Société publique du pétrole NNPC Ltd, le plan se focalise essentiellement sur les zones à haut risque du réseau. D'après les autorités nigérianes, la concrétisation de ce plan s'appuiera notamment sur des solutions technologiques telles que l'analyse de données, les systèmes de capteurs, l'automatisation et l'intelligence artificielle déjà déployés par la Société publique du pétrole pour protéger les pipelines contre les actes de vandalisme. Toutefois, le calendrier et le budget de ce projet de réhabilitation n'ont cependant pas encore été annoncés.
Selon Serge Paffé-Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie, la situation actuelle des pipelines empêche l'épanouissement des secteurs pétroliers et le développement des activités plus écologiques au Nigeria. Il est à souligner que ce programme de réhabilitation de son réseau de pipelines permettra ainsi au pays de pouvoir mieux transporter son pétrole brut. Le Sénégal, le pays de la Teranga, connaît une nouvelle avancée en matière d'infrastructure. Un nouveau pont automatique situé dans le quartier de Front de Terre à Dakar a été inauguré le mardi dernier par le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports Malik Ndiaye. Long de 560 mètres, cet ouvrage vient améliorer la qualité du transport dans la capitale sénégalaise. Le coût global s'élève à 14,5 milliards de francs CFA. Allons découvrir ce joyau avec Rafietou Mbéreko. Un autopont long de 560 mètres en plein cœur dans la ville de Dakar, au Sénégal. L'infrastructure a été inaugurée le 26 novembre 2024 par le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports, Malik Ndiaye. Selon un communiqué de l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal, cet ouvrage permettra d'améliorer significativement la mobilité urbaine en fluidifiant la circulation routière. La construction de ce pont a été financée à hauteur de 14,5 milliards de francs CFA. Le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports, lors de l'inauguration, a insisté sur l'importance de sensibiliser les usagers afin qu'ils adoptent cet équipement qui jouera un rôle dans l'amélioration de la circulation dans la capitale. Il a aussi souligné que l'entretien de l'ouvrage serait assuré par l'Office national de l'assainissement du Sénégal et le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Le Sénégal n'est pas à sa première réalisation en matière d'infrastructures routières. D'autres autoponts déjà construits dans le pays sont ouverts à la circulation depuis avril 2020. Nous achevons ainsi cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes et bonne fin de semaine à tous. Green TV International, we revive environment.